Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui est une vidéo de deux vidéos parce que je vais la faire en deux parties, qui traite de la façon de numériser ou de digitaliser ces films, que ce soit des diapositives ou que ce soit des négatifs. Pour ce faire, on peut le faire de différentes façons. On peut utiliser des scanners, comme on peut aussi utiliser des appareils photo avec des optiques nous permettant de photographier très près. On va surtout traiter de la deuxième situation, c'est-à-dire de l'appareil photo et des optiques pouvant photographier de près, car c'est un petit peu l'esprit de ces vidéos qui est de faire de la photographie rapprochée. Pour réussir à faire ça avec un appareil photo, on va avoir besoin de divers équipements, donc je vais vous présenter un peu plus tard, à savoir des appareils pour maintenir votre film en place, des sources lumineuses, etc. Donc, je vais vous présenter ces équipements-là. Il y en a de tous les prix. On peut quand même faire quelque chose à bon prix, économique. Et ceux qui préfèrent bricoler eux-mêmes leurs propres accessoires pourront s'inspirer de ces équipements-là, donc je vais vous présenter. Comme j'ai dit dans la deuxième partie, dans la deuxième vidéo que je ferai, ce sera le traitement des images. Surtout au niveau des négatifs, pour inverser l'image de négatif à positif, on peut soit utiliser des logiciels spécialisés, ces logiciels-là sont malheureusement payants, comme on peut aussi utiliser nos propres logiciels de traitement qu'on a en notre possession dans le moment, en autant que ceux-ci aient la fonction des courbes que nous allons, comme on le verra plus tard, inverser et ainsi transformer par le phénomène d'inversement. On va le transformer en positif dans le cas des négatifs, et dans le cas des positifs, diapositives, ce sera un traitement régulier comme on le fait habituellement. Pourquoi numériser ces films? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut numériser des films. La première, pour moi, personnellement, c'est une activité de photographie rapprochée, donc c'est de la proxy-photographie, c'est de la macro-photographie, j'aime ça, donc scanner mes films, c'est une activité qui me plaît. Ça peut être aussi pour pouvoir appliquer soi-même des traitements spécifiques. Par exemple, les vieux négatifs, nos négatifs ou de nos images, étaient limités naturellement dans les laboratoires au niveau du traitement. Aujourd'hui, si on numérise ces photos, on peut appliquer toutes sortes de traitements spécifiques grâce aux logiciels modernes. Ça peut être aussi parce qu'on veut présenter un diaporama à la famille, par exemple. On a peut-être fait de beaux voyages dans le passé, on a accumulé beaucoup de photos, des images soit sur négatif ou soit sur diapositive, et on aimerait ça pouvoir les montrer. Malheureusement, votre projecteur diapo est capote, donc pour pouvoir les montrer, la façon la plus simple, c'est de les numériser et éventuellement de les présenter soit sur un moniteur d'ordinateur ou soit sur un téléviseur. Ça peut être aussi parce que vous aimeriez convertir certaines de vos vieilles images qui étaient couleurs, vous aimeriez les convertir en noir et blanc. Ou à l'inverse, vous avez des vieux négatifs noir et blanc, vous aimeriez peut-être les coloriser, comme on pourrait dire. Donc, en les numérisant, vous allez pouvoir faire cette opération-là. Tout le monde a tout plein de photos dans son téléphone aujourd'hui, donc on a des albums photos, mais c'est des albums qui sont modernes parce que c'est des photos qu'on a prises avec son téléphone. Si on numérise ces films ou ces vieilles diapos, on peut aussi les mettre dans nos albums photos qui se trouvent soit dans notre téléphone ou dans notre tablette. Ça peut être aussi pour les envoyer, peut-être qu'il y a des gens, des amis, de la famille qui vont dire « Ah, te souviens-tu du voyage qu'on avait fait à tel endroit? Bon, j'aimerais ça avoir des photos. » En les numérisant, il est possible de les envoyer par Internet. Et il y a bien sûr bien d'autres raisons pour lesquelles on pourrait vouloir numériser ces photos. Avant de vous parler sur la façon de numériser vos films et vos diapositives avec un appareil photo, je veux juste faire un petit rappel rapide sur les autres méthodes de numérisation. La plus populaire chez les gens, c'est le scanner à plat. Les caractéristiques, c'est simple, c'est simplement un scanner prévu pour scanner des documents papier qui sont à plat sur la feuille. Mais certains sont prévus avec une lumière dans le couvercle, comme celui-ci, qui à ce moment-là permet d'éclairer les négatifs par transparence. Les avantages qu'on trouve dans ce type de scanner, c'est qu'ils sont capables de faire plusieurs formats. Ici, on a des bandes, des passes négatives pour justement les films sans monture. Vous pouvez scanner aussi des diapositives avec ce genre d'appareil-là,
d'accessoires. On peut même faire aussi des formats différents du 35 mm. Par exemple, avec celui-ci, je pourrais faire des films de format 120. Donc, c'est un avantage peut-être de ce genre d'appareil. Par contre, il y a des inconvénients aussi. Il y a une grande vitre qu'il faut nettoyer continuellement pour être sûr qu'elle est propre, parce que le film est pratiquement en contact avec la vitre. Et le gros inconvénient de cet appareil-là, c'est sa lenteur. Donc, quand on scanne, c'est simplement une barrette de diode qui se déplace lentement, qui avance et qui lit à ce moment-là la diapositive ou le négatif ou le film. Et si on veut avoir un scan de très haute qualité, la vitesse d'avance est très lente. Donc, il peut être fréquent qu'on voit des temps de numérisation qui sont de l'ordre de 2-3 minutes et même plus. Donc, c'est un des inconvénients. Par contre, son avantage, c'est qu'on peut faire plusieurs formats. Un autre type de scanner qui peut être utilisé pour digitaliser vos images, vos négatifs ou vos diapositives, est le scanner à film. Le scanner à film, contrairement au scanner à plat, n'a pas de vitre à l'intérieur. Donc, il n'y a rien qui puisse dégrader un peu la qualité. Et les optiques qui sont utilisées dedans sont très spécialisées pour ce genre de travail. Donc, en général, le scanner à film donne une excellente qualité d'image. Par contre, il offre le même inconvénient que le scanner à plat, c'est-à-dire que la barrette de pixels qui doit lire le film se déplace aussi, elle, le long du film à une certaine vitesse. Et plus on demandera une résolution élevée, plus il prendra du temps pour faire un scan de qualité. Comme le scanner à plat, il y a des passe-films qu'on peut utiliser. Même principe que l'autre, on doit mettre des bandes de 6 pouces au maximum dedans. On ne peut pas prendre une bande qui est pleine longueur, là, de 36 pouces. Il faut le mettre avec des bandes de 6 pouces seulement. On l'a pour le film 35 mm, tout qu'on peut l'avoir aussi pour les diapositives 35 mm. Donc, il est simple d'utilisation, il est branché sur votre ordinateur. Et puis, quand ça vient le temps de scanner, c'est simplement d'entrer le porte-film à l'intérieur. Il y a des encoches pour vous localiser exactement au bon endroit. À ce moment-là, vous démarrez l'ordinateur pour qu'il fasse le scan. Quand il est terminé, on avance à la pause suivante. Troisième, quatrième, et ainsi de suite. C'est la même chose au niveau des diapositives. Il s'agit simplement d'entrer le passe-film à l'intérieur et de le positionner de sorte à ce que la photo soit bien centrée. Donc, meilleure qualité que le scanner à plat, par contre, tout aussi lent. Un petit détail que j'ai oublié de mentionner au sujet du scanner à film, c'est comme vous le voyez, le scanner à film n'est fait que pour le film 35 mm. Si jamais vous avez des films de plus grand format, comme le film 120 ou plus grand, ce ne sera pas possible de scanner avec cet appareil-là. Maintenant, parlons du sujet qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire la numérisation de nos images, de nos négatifs, nos diapositives avec un appareil photo. Quels sont les avantages de scanner, numériser avec un appareil photo? 1. C'est très rapide. Donc, au lieu d'avoir une barrette de pixels qui se déplace le long du film pour enregistrer l'image, on a carrément une surface complète de pixels qui prend instantanément les images. Donc, les temps d'exposition ne sont pas de l'ordre de 2 ou 3 minutes, mais sont plus de l'ordre de 10 secondes à 1/10 de seconde, dépendamment des sources lumineuses. Donc, c'est très rapide. 2. C'est possible de scanner aussi différents formats de film. Donc, comme l'appareil n'est pas fixé de façon rigide dans un système un peu comme le scanner à film, il est possible d'éloigner ou d'approcher l'appareil avec les optiques en conséquence et d'être capable de scanner différents formats de film. Troisièmement, la qualité peut être exceptionnelle comparativement au scanner à plat ou à d'autres systèmes, selon la qualité, bien entendu, de votre appareil photo et aussi de votre optique. Le système est modulaire. Si dans 1 an ou 2, vous achetez une meilleure lentille ou un meilleur appareil photo ou une meilleure source de lumière, il s'agit de changer simplement un des items
garder le restant de l'équipement, changer un des items, puis à ce moment-là, on vient d'augmenter la qualité de notre procédé. Et puis aussi, il y a, selon les budgets que vous aurez, il y a un très très grand choix de différents équipements, que ce soit des sources de lumière, que ce soit des portes négatifs, que ce soit des colonnes de reproduction. Il y en a de tous les prix. Et à ce moment-là, ben, c'est à vous de choisir l'équipement et selon votre budget. C'est quoi les inconvénients de travailler avec un appareil photo par rapport avec un scanneur à plat ou un scanner à film? Bien, comme l'appareil photo, on s'en sert à différents usages, pas uniquement à faire des copies de films. C'est un setup qu'on doit faire et redéfaire et refaire et défaire à chaque fois. Donc, ça demande un certain temps de mise en œuvre. Excusez. Ensuite de ça, ça nécessite d'avoir un appareil photo qui est capable de faire de bonnes photos, idéalement en mode RAW. Et ça demande aussi une optique qui est capable de photographier de très proche, que ce soit un objectif macro, que ce soit un objectif avec des bagues à longe ou avec des bonnettes d'approche. Il faut avoir un système optique qui permette de photographier proche. Et troisièmement, c'est que le document scanné doit être protégé un peu de la lumière environnante. C'est que on éclaire le sujet par transparence, c'est-à-dire la lumière vient en dessous ou derrière le film. Mais reste que entre l'appareil photo et le film, si on ne fait pas attention, on peut envoyer des lumières parasites qui vont à ce moment-là réduire la qualité de l'image, soit en réduisant le contraste, soit en faisant des reflets. Donc, il faut trouver une façon de travailler soit dans le noir ou dans la pénombre, pour ne pas dire le noir, ou de mettre une espèce de protection pour éviter que la lumière ambiante n'éclaire trop la surface de votre film. Avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser que cette vidéo demeure une vidéo d'initiation. Donc, c'est vraiment un premier survol sur la façon de faire des vidéos. Il y en a des centaines et des centaines sur YouTube qui expliquent en détail chacune des pièces d'équipement que je peux vous montrer. Donc, mon but aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement de vous présenter ce qu'il y a de meilleur ou ce qu'il y a de... C'est simplement de vous montrer un peu qu'est-ce qui est utilisable au niveau des équipements. Donc, pour commencer, on va parler un peu de l'appareil photo. L'appareil photo, tout appareil photo qui vous permet de photographier très proche est nécessaire. Ça peut être par exemple un réflexe comme celui-ci, monté d'un objectif macro, comme ça pourrait être aussi un appareil sans miroir. L'appareil sans miroir peut faire aussi bien que le réflexe là, dans ce genre de travail. Donc, un bon appareil qui va enregistrer en mode RAW et idéalement qui a quand même une assez bonne résolution. Là. Donc, un appareil de 20-24 mégapixels, ça peut aller jusqu'à 45 mégapixels. Même les Sony sont rendus à 62-64 mégapixels. Donc, plus il y aura de pixels, plus que le fichier sera gros, mais plus que la résolution sera meilleure. Et bien entendu, qui dit au niveau de pixels, au niveau de l'appareil, il exige à ce moment-là un objectif de haute qualité pour réussir à remplir ces pixels. Donc, un bon appareil photo, réflexe ou sans miroir, avec, disons, au moins 20 mégapixels. Ensuite, les objectifs, les optiques, il y a plusieurs options. C'est sûr que l'idéal, ça demeure l'objectif macro. L'objectif macro qui vous permet de photographier du rapport 1 pour 1 jusqu'à l'infini. À ce moment-là, vous avez l'option de photographier à peu près tous les formats de film que vous voulez, que ce soit du 35, du 120, du 4x5. Donc, un bon objectif macro vous permet de le faire. Vous pourriez aussi le faire avec des bagues à longe. Donc, par exemple, si vous utilisez un 50 mm, un objectif standard de 50 mm, avec un jeu de bague à longe, ça vous permettrait de couvrir pas mal toutes les plages possibles de grandissement, tant pour le film 35 mm que 120 ou que les autres formats. Donc, objectif macro, objectif standard ou macro standard, là, peu importe, avec des bagues à longe, vous permettrait aussi de faire la même chose. Et pour ceux qui ont suivi un petit peu mes autres vidéos précédentes, j'avais expliqué un peu là, la façon de combiner les bonnettes d'approche avec certaines lentilles. Et dans ce tableau, j'avais des combinaisons qui pourraient fonctionner aussi pour la copie de
de diapos. Dans mon cas ici, il y aurait par exemple un 135 avec une bonnette Raynox me permettrait de le faire. Juste une petite chose à mentionner, c'est que une diapositive, par exemple 35 mm, quand vous la photographiez, elle a une surface de 24 par 36 mm de surface. Mais quand vous la reproduisez sur un appareil plein format, elle a aussi 24-36, donc c'est du rapport 1 pour 1. Par contre, si je fais la copie de mes diapositives 24-36 avec un appareil APS-C, le format est beaucoup plus petit. Donc, comme le format est plus petit, je n'ai pas besoin d'autant de grandissement. Donc, je n'ai pas besoin de faire un grandissement de 1 pour 1 pour réussir à faire la copie de ma diapositive. Un grossissement de, par exemple, 0,67x serait suffisant pour faire un peu le même travail. Donc, dépendamment du format de votre capteur, le niveau de grandissement, le niveau de votre objectif peut varier un peu en fonction du capteur. Pour éclairer votre film, c'est-à-dire par transparence, vous allez avoir besoin d'une source lumineuse qui va être placée derrière la diapositive ou derrière le négatif, de sorte à transmettre la lumière à travers et ainsi être en mesure de le photographier. Des sources lumineuses, il y en a plusieurs sur le marché, le nombre est infiniment grand. La chose à faire attention, c'est d'avoir une source lumineuse qui est constante, qui n'a pas de, en anglais on dit flicker, qui n'a pas de scintillement comme le fait certains tubes fluorescents. Okay? Donc, il faut une lumière qui est constante. Il faut une lumière aussi qui soit uniforme. Okay? Donc, certains éclairages de cinéma qu'on peut voir parfois ont beaucoup de diodes. Et puis quand on regarde la source, on voit les diodes individuelles. Ce ne serait pas une bonne source de lumière, à moins de mettre cette source de lumière-là derrière un plexiglas translucide comme celui-ci. Donc, à ce moment-là, vous pourriez être capable en mesure de l'utiliser. Beaucoup de tables lumineuses qui ressemblent à celle-ci. Il y en a de tous les prix, toutes les qualités. Ce qui différencie la qualité, le prix des tables, c'est essentiellement l'intensité lumineuse de la table, la surface de la table, la qualité de la couleur de la table. En anglais, on appelle ça le CRI. En français, on pourrait appeler ça le IRC, c'est-à-dire que c'est l'indice de rendu de la couleur. C'est que certaines sources de lumière vont avoir une tendance vers le bleu, vers le rouge, ou ne pourront pas transmettre toutes les couleurs de façon égale. Donc, plus l'indice de rendu des couleurs est élevé, plus la chance d'avoir des diapositives réussies va être bonne. Par contre, c'est des sources qui sont plus dispendieuses aussi. Pour un travail léger, un indice de rendu de lumière de l'ordre de 90% pourrait suffire. Mais idéalement, c'est sûr, il existe des sources qui vont jusqu'à 99% de rendu des couleurs. Autre source de lumière, à part les tables lumineuses, dans les tables lumineuses, il y en existe, comme par exemple, si on regarde dans le coin en haut, il existe la Viltrox 116T, qui est une source de lumière pour le cinéma, donc on peut l'utiliser derrière un plexiglas pour obtenir une belle lumière diffuse et d'une assez bonne qualité. Il existe aussi des petites tables comme la Logan Light Panel, une autre petite table qui est légère, là, elle n'est pas nécessairement, l'IRC n'est pas nécessairement aussi précis qu'on le voudrait, mais ça peut être suffisant pour faire des copies amateurs. Donc, autre chose qu'on peut prendre aussi pour faire des copies amateurs, ce serait soit son téléphone ou soit sa tablette. Par exemple, j'ai ici un iPad. Il s'agit simplement que j'appelle un fichier qui va me permettre d'avoir un écran blanc, comme celui-là. Puis à ce moment-là, je peux m'en servir comme source lumineuse. C'est sûr que c'est peut-être pas aussi intense en luminosité que certaines tables lumineuses. Par contre, on peut compenser par le temps d'exposition. Une chose à être prudent avec les iPads, avec les téléphones, c'est que si on les regarde de près avec une loupe, on va remarquer qu'on voit des petits pixels. Si vous couchez directement votre négatif sur la table, avec la profondeur de champ, il est possible que l'on puisse voir ces pixels dans le résultat final. Donc, pour les éviter,
il faudrait le distancer du iPad pour que l'image soit, que l'iPad soit en dehors de la profondeur de champ de votre image. Ainsi, vous aurez des meilleurs résultats. Si vous faites ça, assurez-vous que les deux espaceurs ont exactement la même hauteur. Ils doivent être absolument de la même hauteur. Sinon, vous allez briser le parallélisme entre votre film et votre appareil photo. Donc, table lumineuse, pour résumer, il y en a beaucoup sur le marché. Il s'agit de fouiller sur Internet pour Amazon, sur eBay, etc. pour trouver les différents choix. Soit une vraie table lumineuse avec des LED à l'arrière et un diffuseur en plexiglas, soit votre téléphone ou toute autre source de lumière. Le porte négatif. Quelles sont les fonctions d'un porte négatif? Première fonction, c'est de maintenir le film aussi plat que possible. Il arrive parfois, selon les conditions d'humidité et tout ça, que c'est plus ou moins sec, que le film adopte une certaine courbure. Et quand le film est un peu courbé, mais ça va de soi que la mise au point ne peut pas être bonne sur toute sa surface. Rappelons-nous que quand on fait de la copie de film, la profondeur de champ est de l'ordre de 1 mm plus ou moins 1. Donc, c'est pas beaucoup de profondeur de champ qu'on a. Puis, il faut éviter que le film soit courbé. Donc, le but premier d'un porte-film ou porte négatif est de maintenir le film aussi plat que possible. Le but deuxième, quand le porte négatif le permet, c'est aussi de lui de revenir toujours à la même position quand on le remet à sa place ou quand on déplace le film. Donc, idéalement, si il existe des portes négatifs qui on a simplement tiré sur le film ou à tourner une molette pour que le film, à ce moment-là, avance, mais que la fenêtre de prise de vue, elle, ne bouge pas. Donc, elle reste toujours au même endroit. Par exemple, là, dans le coin, si on regarde dans le coin, j'ai des exemples de portes négatives de ce genre. Il y a le porte négatif qui s'appelle en anglais Essential Film Holder. Donc, celui-là, il est non motorisé. Par contre, il est quand même assez facile à manipuler. On peut l'avoir de différentes grandeurs pour différents types de films. Et puis, ce porte négatif-là possède à l'arrière un diffuseur opalescent. Donc, si vous l'utilisez sur une tablette comme celle-ci, ça éviterait à ce moment-là de voir les pixels à travers l'image. Donc, le Essential Film Holder est un bon candidat. Il n'est malheureusement pas donné. Là, je veux dire, il vaut environ une centaine de dollars. Et puis, ça, c'est pour un format de film, le 35 mm. Pour l'adapter à un autre format de film, il faudrait dépenser un autre petit montant d'argent pour compenser pour l'autre format de film. Un autre modèle, si on regarde aussi là, dans le coin en haut à droite, il y a le modèle Valoy 360 Film Holder. Celui-là aussi a la possibilité de changer les formats de film pour des formats plus grands ou moins grands. Par contre, ce modèle-là, il est fait tout en métal, contrairement à l'autre qui est en plastique, malgré que l'autre est quand même bien fait en plastique. Il est fait tout en métal, et ce modèle-là peut recevoir un module d'avance de film à roulette. Donc, c'est simplement de tourner la roulette pour avancer le film avant reculons pour le positionner à la bonne position. Donc, c'est des options qui sont quand même intéressantes pour accélérer le procédé de prise de vue. Sinon, si vous utilisez des porte-films plus conventionnels, comme ici j'ai un porte-film qui est vendu pour le scanner à film Plustek que j'avais tout à l'heure. Ce genre de porte-film, on peut payer ça environ 15-20$ canadiens, peut-être moins même en dollars américains. Donc, ils ne sont pas tellement dispendieux. Ils ont l'inconvénient, c'est que je dois avoir seulement des bandes de 6 photos, ou moins, sinon je ne peux pas l'utiliser. Et c'est sûr que il maintient mon film bien plat. Par contre, quand je le positionne sur ma table, quand je change la bande de film, que je le positionne ou que je le déplace, il est quand même libre de mouvement. Donc, je dois le replacer à chaque fois que je fais une photo pour m'assurer qu'il soit en bien bonne position. Ce genre de support à film, je l'ai pour les négatifs, comme je peux l'avoir aussi pour le diapositive.
Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des porte-films qui valent environ plus ou moins 10 à 20 dollars US. J'ai aussi ce porte-film-là ici là, que j'ai montré tout à l'heure, qui vient avec mon scanner à plat. Donc, je peux l'utiliser pour mettre du film 120. Donc, à ce moment-là, c'est quand même intéressant. Et on remarquera que celui-là, il y a un diffuseur intégré dedans aussi, qui permettrait à ce moment-là de diffuser la lumière pour qu'elle soit un peu plus uniforme. Comme autre porte-film possible, s'il y en a parmi vous qui avez déjà fait un peu de chambre noire, il existe aussi les portes négatifs pour les agrandisseurs. Ici, j'ai des portes négatifs là, de modèle best-seller. Sont assez dispendieux. Comparativement aux autres portes négatives, vous allez voir qu'on parle beaucoup plus d'argent. On est plus de l'ordre de entre 50 et 100 dollars pour un porte négatif. Si vous avez déjà un agrandisseur, puis que vous avez ces genres de portes négatifs-là, ça peut fonctionner. Là encore, il s'agit simplement de le positionner en bas. Celui-là, il est monté sur un ressort, donc ce serait peut-être pas de mauvaise idée d'avoir peut-être une petite pince là, pour le maintenir fermé. Sinon, vous devrez, lors de la prise de vue, vous assurer de mettre une pression dessus pour qu'il demeure bien plat. Donc, ce genre de porte négatif, vous en avez peut-être déjà un pour agrandisseur, pour le 35 mm, comme ça existe aussi pour le film 120. Donc, il y a beaucoup d'options. Il y a des gens qui vont fabriquer leur propre porte négatif eux-mêmes avec des matériaux légers, là, que ce soit du carton, que ce soit des plastiques ou peu importe. Il y a moyen aussi de se faire son propre porte négatif. Puis comme je l'ai dit, le but premier, maintenir le négatif aussi plat que possible. Et le but second, quand on peut se le permettre, c'est de s'assurer qu'il se repositionne toujours au même endroit. Sinon, vous devrez vous-même le positionner à chaque photo, ce qui va naturellement allonger un peu le temps de copie de vos films. Maintenant, parlons des supports pour l'appareil photo. Le premier système de support que je veux vous montrer, c'est ce qu'on appelle la colonne de reproduction ou le statif de reproduction ou peu importe les noms. C'est simplement une table à laquelle il y a une colonne verticale à 90 degrés qui est montée dessus. Cette colonne, normalement, nous permet de monter et redescendre l'appareil. L'inconvénient un peu de ce système, c'est que il est un petit peu non, il n'est pas tellement précis comme ajustement pour monter et descendre l'appareil. C'est pourquoi j'ai ajouté au système un rail de mise au point macro qui me permet, une fois que j'ai verrouillé ici, qui me permet de faire l'ajustement de précision sur la distance nécessaire pour la mise au point. J'ai aussi une tête de trépied qui a été montée ici. La tête de trépied me permet d'ajuster le parallélisme dans cette direction-ci. Tout comme elle me permet de le faire dans cette direction-là. Donc, avec ces deux contrôles, je suis capable vraiment de m'organiser pour que l'appareil soit parallèle à mon film. Et avec le rail macro, je peux me permettre à ce moment-là de faire la mise au point très précise. Donc, c'est le système de statif de reproduction. Ce genre de table est quand même assez dispendieux. Quand on regarde sur Internet, là, ça joue facilement entre 200 $ et 1000 $ et plus, là, dépendamment de ce qu'on veut payer. Sinon, il est possible d'utiliser son trépied. J'ai ici simplement installé mon trépied. OK. Donc, il est sur le bord de la table. J'ai mis le haut de la colonne à peu près à la hauteur de la table. Donc, je peux faire un ajustement grossier sur la hauteur en remontant ou en descendant la colonne. Comme sur l'autre système, j'ai un rail de mise au point pour faire la mise au point aussi précisément que possible. Puis exactement comme sur l'autre appareil, j'ai la possibilité d'ajuster mon niveau en basculant dans cette direction-là.
ou en basculant dans cette direction-ci. Pour l'ajustement du niveau, on peut utiliser un niveau à bulle. Par exemple, que je viendrais soit insérer dans le hot shoe ou soit le mettre sur une surface qui est, par exemple, mon écran arrière. Donc, en mettant le niveau, je peux facilement ajuster mon niveau, mais ça implique que ma table doit être aussi au même niveau. Donc, si la tablette ou si le négatif n'est pas au niveau en partant, il faudrait d'abord commencer par mettre le négatif au niveau. Une fois que celui-ci sera au niveau, on vient mettre l'appareil au niveau après. Une autre façon de procéder aussi quand ça vient le temps de faire le nivelage de l'appareil photo, c'est d'utiliser la méthode du miroir. La méthode du miroir consiste simplement à mettre un miroir sous l'appareil photo, parallèle à ce dernier, et en fermant l'ouverture de votre diaphragme suffisamment petite pour qu'on puisse la retrouver le plus au centre possible, on regarde dans le viseur l'image de notre objectif. Et il s'agit simplement de niveler l'appareil de telle sorte que le centre du diaphragme soit exactement dans le centre de l'écran. Donc, si le centre du diaphragme est dans l'écran, à ce moment-là, vous êtes parallèle avec votre surface. Sinon, bien, vous devrez faire les ajustements nécessaires. Ça devrait vous donner une image un peu comme dans la genre de celle qu'on peut voir ici, là, dans le coin à droite. Vous voyez que le trou du diaphragme est à peu près centré dans le centre de l'image. Bon, maintenant que nous avons vu les différents équipements que l'on peut utiliser pour faire des copies de négatifs avec un appareil digital, voici un peu le résumé de la procédure. Dans un premier temps, je vais monter mon appareil photo sur soit sur un trépied, soit sur une colonne de reproduction. Donc, ça me donne l'avantage de pouvoir monter et descendre mon appareil pour m'ajuster. Je vais poser sur la table ma source lumineuse, donc ma tablette, avec un écran blanc. Comme celui-ci. Donc, je mets la tablette sous l'appareil photo. Je viens d'improviser un peu sur une méthode aussi de positionner votre film. Je vais utiliser ici une vitre d'un cadre. J'ai même laissé attacher le passe-partout après pour le manipuler plus aisément. Donc, pour soutenir la vitre, ce que je fais, j'utilise des petites boîtes de canage, nourriture pour chat. Donc, j'en mets une dans chaque coin de la tablette, sur laquelle je vais déposer la vitre. Et ainsi, j'aurai au besoin un bon support pour pouvoir soutenir le film sans qu'il soit en contact avec la tablette et ainsi faire apparaître les différents pixels. L'étape suivante consiste simplement à ajuster le parallélisme entre la vitre et l'appareil photo. Ça peut être fait soit avec des niveaux. Donc vous mettez la vitre au niveau. Ensuite vous mettez l'appareil au niveau. Comme ça peut être fait aussi avec le miroir. Donc vous mettez le miroir sur la vitre, bien à plat, et vous ajustez l'appareil photo dans ses différents axes, de sorte à voir le centre de l'ouverture de votre diaphragme fermé, bien clair au centre de l'image. Une fois que vous aurez ajusté ceci, je vous suggère d'utiliser un carton noir dans lequel vous aurez fait une ouverture un peu plus grande que l'image à copier. Donc, si c'est un négatif 35 mm ou une diapositive, faites une ouverture un peu plus grande. Normalement, une diapositive, c'est 24 mm par 36. Vous pourriez vous permettre de faire une ouverture de, par exemple,
28 mm par 40 mm. Feuille que je vais déposer sur la vitre afin d'éviter que la table lumineuse vienne contaminer ma lentille avec des lumières parasites. Donc ainsi, je cache la majorité de la lumière, sauf là où c'est nécessaire. Et, bien entendu, après ça, vous êtes prêt à déposer votre porte-négatif avec ces images. Une fois qu'il est bien positionné, bien cadré, vous ajustez avec précision la mise au point avec le rail micrométrique ou le rail macro. Et vous êtes prêt à faire en principe votre photo. Autre accessoire utile, si vous en avez, utilisez un déclencheur souple, qu'il soit mécanique, électrique ou sans fil. L'idée ici est simplement de ne pas manipuler l'appareil pour lui occasionner des vibrations. Je recommande aussi, si vous avez des gants blancs, là j'en ai pas ici, mais si vous avez des gants blancs en coton qui ne peluchent pas trop, de les utiliser pour manipuler vos films, ainsi vous éviterez de faire des marques de doigts sur le film. À la limite, si vous n'en avez pas, manipulez-les délicatement par les bords. Il serait aussi bon d'avoir une poire à air pour épiceter vos films avant de les copier. Les poussières que vous allez enlever, ce sera des poussières de moins enlevées lors de la prise de vue. Et si jamais vous aviez des poussières un peu plus récalcitrantes qui ne veulent pas partir, un linge à microfibre, un peu comme celui qu'on utilise pour les lunettes, et vous pourriez peut-être légèrement frotter la surface du film sans mettre trop de pression pour aider à décoller les poussières. Et une fois que c'est fait, on termine avec la poire. Donc le négatif est installé dans mon porte-négatif. Il est propre. Je peux le mettre sur ma feuille noire. En passant, je fais noter que la feuille noire, j'ai replié les 4 coins afin d'avoir un peu plus de facilité à la manipuler. N'oubliez pas de nettoyer bien votre vitre avant aussi pour éviter qu'il y ait des poussières sur cette vitre. Placez le porte-négatif sur la feuille noire et par les coins, je peux la manipuler pour la centrer exactement dans le cadrage que je désire. Une fois qu'elle est en place, à l'aide du déclencheur souple, je fais une première photo. Ensuite, je peux déplacer mon porte-négatif pour la deuxième image. Je m'assure qu'elle est bien centrée. En principe, la mise au point est toujours aussi bonne. Donc, une fois bien placée, je fais une deuxième photo. Une troisième photo, et ainsi de suite. Donc, la procédure est assez simple. Et puis, on peut quand même copier assez rapidement un film avec cette méthode. Si on a beaucoup de films, c'est sûr que les autres types de film holder que j'ai parlé précédemment seront peut-être un peu plus rapides d'utilisation. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais vous présenter un autre type d'équipement qui malheureusement n'est plus fabriqué aujourd'hui, mais il est quand même possible d'en trouver sur le marché de l'usager. Pour ceux qui étaient possesseurs d'un soufflet Nikon que j'ai ici, ou d'un soufflet Olympus, c'est la même chose, la compagnie fabriquait un accessoire qui s'appelait un dispositif de reproduction de diapositives, ou en anglais ils disent un slide copier, qui permettait à ce moment-là, avec celui-ci, de pouvoir scanner ou de pouvoir photographier des négatifs ou des diapositives, un ou l'autre, les deux sont possibles. Et puis à ce moment-là, il était possible d'ajuster la mise au point de telle sorte qu'on pouvait avoir un grandissement grandeur nature 1:1 ou voire même plus, tout dépendamment naturellement de l'objectif qui est mis sur le soufflet, et vous avez à ce moment-là des grandissements différents. Donc, c'est un accessoire là, pour ceux qui ont un soufflet ou qui trouvent le kit au complet, ça peut être intéressant. C'est simple d'installation, donc il s'agit juste de monter l'appareil sur le soufflet, de monter le dispositif de diapositive ou de négatif à l'avant, et à ce moment-là, on peut ajuster le grandissement de l'image avec les molettes qui permettent à ce moment-là d'allonger ou de réduire la longueur du soufflet.
Donc, selon l'objectif utilisé, vous pouvez à ce moment-là ajuster votre grandissement pour l'image. Et vous pouvez faire la mise au point par simplement en débloquant la molette de l'adapteur de diapositive et d'avancer ou d'approcher celui-ci jusqu'à temps que l'image soit bien nette sur le dépoli. Donc, c'est un accessoire qui ne se fabrique plus, mais comme j'ai dit, il est disponible encore sur le marché d'usager. Ici, j'ai un modèle de soufflet de marque Olympus, mais avec un simple adapteur à l'arrière, j'ai pu utiliser mon appareil Nikon dessus. Donc, sans que ce soit nécessairement la marque d'origine de votre appareil, il est possible d'adapter un système similaire. Lui ici, comme l'autre appareil, pourrait prendre les bandes de négatifs, comme il pourrait prendre aussi les diapositives. Donc, les deux appareils permettent de mettre les deux types de films selon comme on peut. Et le principe sur l'Olympus est le même que sur le Nikon. Donc, vous pouvez allonger ou réduire la longueur du soufflet. Et vous pouvez ensuite ajuster la mise au point en éloignant ou en rapprochant la lentille de la diapositive. Donc, c'est deux systèmes qui fonctionnent bien. Sur le modèle Olympus, naturellement, j'ai un objectif Olympus. Sinon, ça deviendrait beaucoup d'adapteurs à la Nikon Olympus, Olympus à Nikon et ainsi de suite. Mais il est possible d'utiliser plusieurs systèmes et de les mélanger ensemble. Pour l'éclairage, ça devient aussi simple que d'utiliser simplement une ampoule de type LED, idéalement lumière du jour. Et puis, en la mettant dans un réflecteur, il suffit simplement d'éclairer le diapositive de face ainsi pour pouvoir faire des photos. Donc, au niveau mise en place, c'est un procédé qui est simple et rapide. Et puis, c'est quand même d'excellents résultats. Il existe aussi des systèmes qui ressemblent un peu au principe de ça, mais qui sont quand même limités dans leurs possibilités. Nikon fabrique le fameux appareil, si on regarde dans le coin, Nikon fabrique un accessoire qui s'appelle le ES2. Cet accessoire, il est directement monté sur un objectif soit de 40 mm micro-Nikkor, soit sur un objectif de 60 mm micro-Nikkor. Et à ce moment-là, vous êtes en mesure de pouvoir faire des copies directement avec l'appareil photo et votre objectif macro. Il y a même un avantage sur certains modèles de Nikon, d'appareils photo Nikon, comme le D850 et le D780. Une fonction interne dans l'appareil photo vous permet de convertir l'image négative en image positive directement sur votre dépoli en mode JPEG. Par contre, si vous voulez l'avoir en mode RAW, vous allez devoir le photographier simplement en mode RAW, sans conversion en positif, et faire la conversion plus tard dans votre logiciel. Similaire au système Nikon ES2, il y a la compagnie Valoy qui fabriquait le porte-négatif Valoy 360 qu'on a vu plus tôt. Ils sont en train de travailler dans le moment sur un nouveau modèle de porte-négatif Valoy Easy 35. Ce système va simplement faire un peu le même principe que celui-ci, accepter des négatifs 35 mm seulement et permettre de faire des copies sans avoir élaboré tout un setup comme on a vu tout à l'heure. Avant d'aller à la conclusion, voici quelques résultats de numérisation d'images que j'ai fait. Ceci conclut ma première partie sur la numérisation des films et des diapositives. Selon la quantité et aussi selon la qualité désirée, vous pouvez voir qu'il y en a pour tous les budgets. C'est à vous de choisir ce qui convient le mieux selon le résultat désiré et la quantité. Pour compléter cette vidéo, je vais faire une deuxième vidéo sur le traitement des images à travers différents logiciels tels que Lightroom, Photoshop ou des logiciels spécialisés pour la conversion de négatif à positif. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer le bouton j'aime sous cette vidéo. Par la même occasion, si vous n'êtes pas déjà inscrit à ma chaîne, inscrivez-vous à ma chaîne. Et si vous avez des amis photographes, faites-leur connaître ma chaîne. De cette façon, plus j'aurai de
d'abonnés dans ma chaîne, plus je serai motivé à produire d'autres vidéos comme celle-ci. Merci à tous ceux qui ont écouté cette vidéo. Et d'ici la prochaine vidéo, bonne photographie à tous.